Bonsoir Monsieur le Ministre. Donc, nous avons une audition d'1 heure, puisque à la suite de votre intervention, Madame Ségolène Royal occupera votre siège. Donc, merci d'avoir répondu à notre demande. Donc, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, donc nous entamons aujourd'hui véritablement les travaux de la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Et nous avons choisi de débuter par une série d'auditions des anciens responsables politiques du secteur. Dans ce cadre, nous vous accueillons ce soir en votre qualité d'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, vous avez été député à partir de 2007 et avez exercé les fonctions de président de l'Assemblée nationale de 2017 à 2018, puis de ministre de septembre 2018 à juillet 2019 dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Cette période a été plus particulièrement marquée par la préparation et le vote de la loi relative à l'énergie et au climat, finalement adoptée début novembre 2019, et par les lancements de la Convention citoyenne sur le climat et du Conseil de défense écologique annoncé par le président de la République en avril 2019. C'est donc une période particulièrement riche et importante pour notre sujet, et vous en êtes, en tout cas vous en avez été, un acteur et un témoin de premier plan. La Commission souhaitera donc savoir le bilan que vous tirez de votre passage au gouvernement, quels sont vos principaux motifs de satisfaction et quels sont au contraire vos regrets, les sujets sur lesquels vous auriez souhaité aller plus loin. Dans ce cas, quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés? Il nous sera également particulièrement intéressant qu'avec votre expérience, vous puissiez nous partager votre jugement de la politique menée depuis votre départ du gouvernement et votre analyse des raisons pour lesquelles certains objectifs de la loi énergie-climat n'ont pas été atteints. Par ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat a favorisé une mobilisation et l'émergence d'idées. Mais au final, qu'en est-il resté? Est-ce la bonne méthode? Le rapport Sichel n'a-t-il pas finalement joué un rôle plus important dans le volet rénovation de la loi climat et résilience que la Convention citoyenne elle-même? Quel regard portez-vous enfin sur le Conseil national de la refondation qui lui a succédé? Au regard de votre expérience, les blocages et les insuffisances de la rénovation énergétique dans notre pays sont-ils liés à un manque de financement, à des questions de réglementation, de méthode ou à une prise de conscience insuffisante des enjeux ou encore de vision à long terme et de constance? Voilà, Monsieur le Ministre, je ne veux pas allonger la liste de ces premières questions, qui sont déjà bien complètes et qui seront très certainement approfondies par notre rapporteur, mais aussi par les collègues qui assistent à cette audition et qui sont membres de notre commission d'enquête. Avant de vous laisser la parole pour y répondre et pour un propos introductif d'une quinzaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc, Monsieur le Ministre, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez maintenant la parole. Excusez-moi. Si jamais il y a des demandes plus précises, vous me permettrez d'aller chercher mes lunettes que j'ai oubliées dans mon manteau. Vous voulez aller les chercher tout de suite? Oui, si vous voulez, comme ça ne fera pas d'interruption. Excusez-moi.
Excusez-moi. Alors, avant de... je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions que vous avez déjà posées, Madame la Présidente. Je déclenche en même temps un compteur dans votre propos introductif, mais cela, de toute façon, rejoint, je pense, les réflexions que toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à la rénovation énergétique des bâtiments, des logements, se posent. J'en ajouterai d'ailleurs une ou deux à mon tour. Je pense que sur ces politiques-là, comme sur d'autres, mais c'est particulièrement vrai sur les sujets écologiques, il faut aussi se poser la question de savoir si ce que l'on recherche, c'est ce qui est le plus efficace, et donc de déterminer aussi ce qui est efficace, le nombre de tonnes de CO2 économisées chaque année, l'énergie économisée, CO2 ou pas, ou ce que l'on recherche, c'est ce qui est le plus symbolique, ou le plus efficace médiatiquement, ou politiquement, ou dans les débats politico-médiatiques. Vous me permettrez de penser que ce que l'on devrait rechercher, c'est ce qui est le plus efficace, même si ce n'est pas forcément ce qui est ce qui a le plus de succès médiatique ou politique. Mais quand on est ministre, là je vais d'abord parler de mon expérience de ministre, on est sans cesse confronté à cette double entrée dans le débat, si je puis dire. Et je constate d'ailleurs, en étant resté un observateur attentif, même si j'ai pris un peu de distance avec les responsabilités politiques nationales, que ce double questionnement n'a pas changé. Permettrait même de penser que malheureusement le plus symbolique l'emporte largement et très souvent sur le plus efficace. Il y a aussi une question de fond, récurrente également. Est-ce qu'on recherche des politiques plutôt incitatives, ou est-ce que l'on recherche, ou en tout cas on accepte, des politiques plus contraignantes, des obligations légales, réglementaires? Est-ce qu'on accepte des contraintes fiscales? La question de la taxe carbone, qui était très très vive lorsque j'étais ministre, puisque, vous vous en souvenez, c'était au moment où il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Mais il y a aussi, d'un point de vue fiscal, des incitations, crédits d'impôt divers et variés. J'y reviendrai, car ça a été un débat très vif quand j'étais ministre. Et du point de vue des obligations réglementaires, légales, législatives, on voit bien que c'est aussi quelque chose qui est souvent difficile à faire accepter, notamment sur ces sujets, et on a eu des exemples très concrets. Et puis il y a un troisième questionnement un peu général qui, je crois, sous-tend aussi toutes ces politiques, c'est est-ce que l'on croit que l'efficacité vient d'une certaine constance dans la politique menée, dans le temps, ou est-ce qu'elle vient du fait qu'on est capable de changer, de se remettre sans cesse en question, et donc de changer de dispositif? Ma conviction est qu'il faut combiner l'incitation et l'obligation. L'incitation seule ne marche pas, ne suffit pas à atteindre des objectifs importants. L'obligation seule, évidemment, rencontre trop de résistance chez les citoyens, tout simplement. Et on devrait privilégier davantage de constance. Et on devrait avoir davantage la mémoire de ce qui a été fait, ce qui a marché ou n'a pas marché, car j'ai constaté, y compris quand j'étais ministre, que des choses que j'avais vues passer dans un sens ou dans l'autre lorsque j'étais député, dont on savait que telle ou telle chose marchait plus ou moins de tel ou tel point de vue ou marchait moins bien, eh bien on continuait à vouloir essayer, en quelque sorte, et à changer. L'exemple le plus patent est les effets de balancier sur les crédits d'impôt. Ça, c'est extrêmement clair. Il y a aussi une autre chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que, contrairement à ce que croient, je le dis d'autant plus que c'est public et que c'est retransmis, à ce que croient beaucoup de citoyens, une idée que propagent aussi beaucoup de responsables politiques, malheureusement, et en tout cas de médias, ça c'est sûr, les hommes et les femmes politiques qui sont élus, que ce soit le président de la République au plus haut niveau, que ce soit les ministres qu'il a nommés, et qui donc sont en responsabilité en son nom, ou les députés d'une majorité cherchent à mettre en œuvre les promesses électorales qu'ils ont faites. Et en ce domaine, il y en avait, puisque, vous en souvenez, en 2017, il y avait la promesse de ne pas de sortir du marché de la location les passoires thermiques. Bon, comme souvent, les promesses électorales ne sont pas définies très clairement et très précisément d'un point de vue technique, ou sur les moyens d'y parvenir, et c'est évidemment là-dessus que nous sommes heurtés à beaucoup de difficultés. Et puis il y a aussi une autre chose qui intervient toujours, qui est le contexte budgétaire. Et donc tout cela a évidemment sous-tendu mon action qui pourtant, pour ce qui est du gouvernement, ne s'est déroulée que sur 10 mois. Alors, pour être un peu plus concret, partir de cette partie-là, et je veux bien répondre évidemment à des questions sur ce qui a pu se passer avant ou après, déjà sous
le premier mandat d'Emmanuel Macron, ou depuis, ou même avant, sous d'autres mandats, d'autres présidents de la République, d'autres gouvernements. Moi, quand j'ai été nommé ministre, j'ai été confronté tout de suite à un sujet de négociation budgétaire, puisque j'ai été nommé tout début du mois de septembre, et donc le budget, le projet de loi de finances, allait être présenté dans les jours qui suivaient par le gouvernement, en Conseil des ministres, puis au Parlement. Et il y avait un débat à l'époque entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des comptes publics, comme on dit, et moi-même, et mon prédécesseur avait également mené ce débat sur ce qu'il devait advenir du crédit d'impôt transition énergétique, et surtout de ce que l'on devait mettre dedans. Donc il y avait un double débat sur le volume. Inutile de vous dire que les ministres budgétaires, on va les appeler ainsi, voulaient plutôt réduire le volume. Et comme vous le savez, dans ces cas-là, plutôt que de le dire aussi brutalement, on dit que l'on va resserrer les critères, que l'on va les resserrer d'ailleurs d'un point de vue écologique et d'un point de vue social. J'ai appris que les budgétaires savent bien manier, reprendre les arguments de ceux qu'ils ont en face d'eux sur le fond pour expliquer qu'ils font ça au nom de l'écologie et de la solidarité, que donc il ne faudrait pas subventionner à travers des crédits d'impôt des actions, même si elles sont pour de la rénovation énergétique des logements, si c'est des gens qui auraient les moyens de le faire sans cela. Donc ça, c'est resserrer les critères du point de vue des personnes bénéficiaires. Et puis, d'un point de vue écologique, de dire que, alors on appelle ça parfois les gestes, je trouve ça un peu bizarre, c'est plus que des gestes, les travaux qui sont les moins efficaces ne doivent plus être subventionnés. Et je ne sais pas si vous en souvenez, mais à l'époque, il y avait un gros débat sur les fenêtres. Et donc, quand j'ai été ministre, j'ai dû gérer, si je peux dire, la crise des fenêtres, puisque il avait été déjà, de fait, négocié avant que j'arrive, que l'on sorte les fenêtres des subventions possibles de crédit d'impôt, au motif que cela était le moins efficace du point de vue de la baisse de la consommation d'énergie ou des émissions de gaz à effet de serre. Et là, sans être tout de suite dans le symbolique ou l'efficacité, de fait, il y a aussi un ressenti. Pour beaucoup de gens, le premier ressenti, première chose auquel ils pensent pour l'efficacité énergétique, c'est les fenêtres. D'ailleurs, pour une raison simple, mais je crois que c'était important de savoir ce que les gens ont en tête quand ils font un choix, c'est que quand vous approchez d'une fenêtre en simple vitrage, d'une fenêtre dégradée ou ancienne, eh bien vous sentez le froid en hiver, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Et donc vous dites, bah, si on met du double vitrage, on aura quelque chose qui sera plus agréable. Et c'est ce ressenti. Et puis par ailleurs, c'est les travaux les plus simples à faire et à commander. Et évidemment, les artisans du bâtiment et leur fédération ont fait une grosse action pour expliquer que c'était la pire des choses que de sortir les fenêtres du crédit d'impôt. Moi, j'ai contribué à dire qu'en effet, c'était un peu brutal de les sortir purement simplement. Et j'avais en mémoire que lors de précédents mandats, avec d'autres gouvernements qui avaient déjà essayé de faire des choses, chaque fois qu'on dit qu'on ne va subventionner, donc dans le cadre d'une politique incitative, des travaux de rénovation énergétique des logements, s'il y a d'un seul coup plusieurs types de travaux, le fameux bouquet de travaux, eh bien, c'est plus efficace, mais comme c'est plus complexe, on en fait moins. Et il y a moins de gens, comme on est toujours dans l'incitation, on n'est pas dans l'obligation, évidemment, il y a moins de nos concitoyens qui sont prêts à se lancer. Alors, les budgétaires aiment bien ça, puisque évidemment, ça permet de réduire la dépense. Et ça s'est vu déjà sous des précédents quinquennats. À l'époque, c'était le crédit d'impôt développement durable, le CIDD. Et j'avais connu ça en tant que député à l'époque. J'ai été membre de la commission des finances pendant 5 ans, donc j'ai vu ces choses-là. Et donc, moi, j'ai plaidé pour quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas que ce soit trop complexe. Si on met trop d'obligations sur les bouquets de travaux, eh bien, évidemment, on va avoir moins de gens. Et il faut que ce soit accessible, donc à la fois en type de travaux et en personnes assez largement. Parce que si on dit qu'on va faire des crédits d'impôt, même si c'est des crédits d'impôt, ce n'est pas des réductions d'impôt, donc tout le monde peut en bénéficier, même ceux qui ne payent pas d'impôt. Pour les gens qui ont les plus faibles moyens, et qu'on dit on les réserve à eux, bah on a très peu de travaux qui se font. Puisque les gens qui sont prêts à se lancer dans des travaux sur leur logement,
c'est en général des gens qui sont déjà dans des tranches fiscales plus élevées. Voilà, alors après on peut dire, oui mais on subventionne des gens qui ont les moyens. Oui mais est-ce que l'on veut avoir des résultats ou pas? Voilà, et après c'est vrai que chaque année, on peut quand même, ça c'est facile à évaluer, puisqu'on sait combien il y a eu de chantiers, ces petits chantiers de rénovation énergétique qui ont été faits. Donc ça a été un premier sujet lorsque j'ai été nommé ministre, tout de suite. Et si vous voulez, je pourrais y revenir. Mais c'est de là d'ailleurs qu'est née l'idée qu'il fallait réformer le système. Et ensuite, ça a donné lieu. Je n'étais plus ministre, mais j'y avais travaillé. J'avais préparé cela, ma prime rénov'. Et donc, un autre type de dispositif. D'ailleurs, j'ai bien vu qu'après, le dispositif était à peine mis en place, qu'on était déjà dans l'idée, mais est-ce qu'il est assez large? Est-ce que, parce qu'on veut, entre guillemets, faire du chiffre? Et ce qui est normal, puisqu'on veut qu'il y ait une certaine efficacité sur la réalité des économies d'énergie. Donc ça, c'était un sujet. Le sujet de la taxe carbone, je n'y reviens pas plus que ça, mais il est évident que à partir du moment où on envoie le signal que l'on stoppe net une perspective d'augmentation des prix des énergies fossiles par la taxe. Alors parfois l'augmentation se fait par le marché, c'est ce qui se produit actuellement, mais à l'époque ce n'était pas le cas. Les gens ont complètement oublié, mais que les prix de l'énergie il y a 5 ans étaient très bas. Le prix de l'électricité, je tiens quand même à le rappeler, de l'électricité, donc en France décarbonée, mais c'était moins de 50 € le mégawattheure quand moi j'ai été nommé ministre. Même l'année d'avant, c'était moins. L'Arène était à 40 €, n'était même pas intéressante pour les gens qui achetaient de l'électricité en gros. Bon. Donc, un des moyens de donner une perspective, de dire, toujours le sujet de la constance, dans la durée, il faut économiser l'énergie et il faut sortir des énergies fossiles, c'était un outil. Je pense, et ça, malheureusement, le débat n'a plus lieu, puis aujourd'hui, il n'est pas d'actualité, parce que les prix des énergies fossiles sont très élevés, mais s'ils se remettent à baisser, qu'on aurait dû travailler plutôt que sur on le fait pas, on stoppe pas, sur des mécanismes d'adaptation aux réalités du marché. Bon. Mais de garder cette perspective, car sinon, évidemment, on envoie un signal général qui n'est pas bon pour les économies d'énergie et la réduction des énergies fossiles. Je le mets de côté, puisque ça a été tranché à l'époque, et depuis, ça n'a pas bougé. Je crois que d'ailleurs, quasiment aucun courant politique ne propose de bouger sur le sujet. Mais c'est dommage qu'il y ait en France une sorte de tétanie ou de traumatisme autour de cela, parce que, évidemment, c'est quand même un sujet de fond. Au passage, parenthèse, mais qui a un lien direct avec le logement, j'ai vu le résultat immédiatement sur les réseaux de chaleur. Moi, j'ai vu des projets de réseaux de chaleur qui se faisaient au bois, ils sont passés au gaz. Parce que d'un seul coup, ils étaient beaucoup plus rentables, façon de parler, moins coûteux avec du gaz qu'avec du bois. Oui, parce que la perspective d'augmentation de la taxe carbone sur le gaz faisait que ça valait le coup d'aller sur du bois pour des investissements qui s'amortissent sur 20 ou 25 ans. C'est quand même très concret tout cela, évidemment, en termes de conséquences sur l'efficacité énergétique et le climat pour le logement. Nous avons eu aussi à gérer donc, la promesse faite par Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, que j'avais soutenu, donc je me reconnaissais tout à fait dans son programme, qui était donc de sortir, je ne sais plus quelle était la terminologie, j'ai longtemps gardé son programme, mais je ne l'ai pas avec moi, mais c'était écrit noir sur blanc, de sortir de la location les passoires thermiques. Quand on dit ça, tout le monde est d'accord. Bon, dès qu'on commence à rentrer dans la façon de faire, là, évidemment, on se heurte à des obstacles qui, pour ma part, ne m'étaient pas inconnus. J'avais déjà connu, sous un mandat précédent, avec une ministre du Logement, membre d'Europe Écologie Les Verts, les débats sur ce sujet, et j'avais vu des associations de solidarité, donc pour la Fondation Abbé Pierre, ou ce type d'association, dire attention, si vous faites ça, vous allez sortir trop de logements, c'est des logements souvent qui sont loués à très bas prix, donc les sortir du marché, ça veut dire aussi moins de logements. Bon. Mais à l'époque, nous avons un débat au sein du gouvernement. Alors, il n'y a pas tellement de débat d'ailleurs à l'époque sur le sujet, ni au Parlement, ni dans l'opinion. Mais enfin, bon, il y a cette promesse qui a été faite, donc on voit comment la mettre en œuvre. Le ministre du Logement de l'époque, globalement, s'y oppose. C'est assez clair. Je ne sais pas si vous l'auditionnerez, mais je pense qu'il ne contesterait pas ce point. Donc, on recherche d'autres solutions. Et dans la loi énergie-climat,
dont vous avez parlé, qui a été adoptée donc à l'automne 2019, mais qui a été soumise en première lecture au Parlement en juin 2019, et que j'avais préparée en tant que ministre, je défends l'idée d'introduire une mesure qui ne touchait pas le marché de la location, mais le marché de la vente, l'achat-vente de logements. Et je propose que l'on s'inspire de quelque chose qui existe déjà dans le droit français, qui existe pour l'assainissement. Vous le savez sans doute, lorsqu'un logement a un assainissement non collectif, donc une fosse septique pour parler trivialement, qui n'est pas aux normes, soit avant la vente de sa maison, parce qu'en général c'est des maisons individuelles bien sûr, il doit faire les travaux, soit une somme est mise sous séquestre et c'est dans l'acte notarié, donc c'est totalement transparent pour l'acheteur comme pour le vendeur, et évidemment l'acheteur doit faire les travaux rapidement, dans un délai en général d'1 an, avec cette somme. J'ai été élu local à la communauté urbaine de Nantes et à la ville de Nantes, donc je connais parfaitement ce système, et il a été mis en œuvre d'ailleurs à l'époque où j'étais élu, donc ça fonctionne. Ça a permis de traiter, c'est le cas de le dire, tous les assainissements qui n'étaient pas aux normes. Donc je propose que l'on fasse un système de même type pour les passoires thermiques. Alors, les logements individuels, parce que sur les logements collectifs, ça ne serait pas possible, lorsqu'il y a des ventes. Je finis par obtenir des arbitrages favorables du Premier ministre. Mais je crois que le ministre du Logement n'y était pas favorable non plus. Et je vois fleurir à l'Assemblée nationale, en commission, des amendements, y compris de députés de la majorité, qui s'y opposent. Et donc nous avons de nouvelles discussions, et finalement, cette idée est abandonnée. Personnellement, je le regrette, non pas parce que j'avais la paternité de cette idée, mais parce que je crois que traiter cette question à travers le marché, bon, moi je ne suis pas contre l'économie de marché, bien au contraire, je pense simplement qu'il faut l'orienter par les règles que vous votez au Parlement. Et donc, c'est une façon de gérer dans le marché. Vous ne dites pas à partir de telle date, ah oui, chaque fois qu'il y a une vente et un achat, il y aura une mise aux normes. Alors il fallait voir jusqu'où, bien sûr, parce que c'est vrai qu'évidemment, sur des logements, ça, on avait sorti d'ailleurs à l'époque, je ne les ai pas de mémoire, mais des statistiques très précises sur combien de logements et donc de personnes derrière étaient concernés par, et par exemple, de mémoire, 500 000 maisons individuelles, donc, passoires thermiques, donc je pense que ça devait être F et G, qui étaient, dont les personnes propriétaires occupantes, non pas bailleurs, étaient des personnes à revenus modestes. Oui, parce que dans ces cas-là, on agite les peurs, mais il faut bien, et donc on pouvait dire, voilà, on peut aussi évidemment accompagner, aider ces 500 000 foyers, sachant qu'on ne le fait pas du jour au lendemain, puisque c'est au fur et à mesure des achats-ventes. Bon, je ne sais pas si cette idée reviendra un jour, mais je la livre à votre réflexion. Elle n'a pas fait florès depuis. Et il faut le dire, la promesse sur la location a été mise en œuvre d'une certaine façon lors de la loi climat résilience. Elle avait été relancée d'ailleurs, il faut bien le dire, par la Convention Convention des citoyennes sur le climat, et ça me permet d'ailleurs d'en dire un mot. Cette convention, nous l'avons lancée, je crois pouvoir dire, en être en revendiquer une partie de la paternité, et nous n'étions pas très nombreux, je dois dire, au sein du gouvernement à y être favorable. Je crois que même en dehors du président de la République et de moi-même, au sein, je veux dire, de l'exécutif, il n'y avait personne à la défendre. Beaucoup de gens ont d'ailleurs essayé de la torpiller. Bon, elle a été faite, et une des missions était celle-là. C'était écrit noir sur blanc dans la lettre de mission, si on peut dire, c'est-à-dire rechercher des solutions acceptables par les citoyens, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois on bute sur des questions d'acceptabilité, que ce soit pour le marché de la location ou que ce soit pour le marché de l'achat-vente des logements. Acceptable pour les citoyens sur cette question donc de l'impact climat, et on peut dire énergétique aussi, des logements, et donc le sujet de la rénovation. Et je vois d'ailleurs que nous l'avons voté non sans débat d'ailleurs, je dis nous parce que là j'étais député à cette époque-là, donc je l'ai soutenu, et qu'évidemment ce qui avait été dit se produit en partie, c'est-à-dire, c'est un peu tôt pour le dire, mais qu'un certain nombre de logements sont retirés du marché de la location. On me dit aussi, les professionnels de l'immobilier disent qu'on les retrouve sur le marché des ventes, d'ailleurs. Donc, preuve que c'est peut-être un mouvement par le biais du marché qui est en train de se faire,
parce qu'évidemment, ceux qui vont devoir les vendre pour les relouer vont devoir faire des travaux. Donc, évidemment, à suivre dans l'évaluation. Et moi, je souhaite d'ailleurs qu'on fasse une évaluation avant de changer quoi que ce soit. Parce que si on fait des changements avant d'avoir évalué, on ne risque pas d'avoir mesuré l'efficacité ou les effets pervers qui peuvent exister naturellement. Donc la Convention citoyenne sur le climat, je pense que sur le sujet, c'est principalement sa contribution. Des remarques plus générales, je pourrais en porter. Je ne cache pas que moi j'ai été un peu déçu par les résultats alors que j'ai porté cette idée, mais voilà, c'est sur le sujet qui vous occupe, je crois que c'était ça la chose. Voilà, je crois ce que je pouvais dire en propos général, déjà assez long, et sur le fait que je crois qu'on a aussi une remarque plus générale sur le financement, parce que vous l'avez évoqué, Madame la Présidente. Aujourd'hui, et depuis quelques années d'ailleurs, on ne manque pas de financement privé sur le sujet. On se focalise beaucoup sur le financement public, à travers les crédits d'impôt, à travers les subventions, etc. Oui, mais enfin, il faut quand même d'abord et avant tout, le logement, c'est d'abord une question de mobilisation de l'argent privé. À part le logement social qui fait appel pour une part à de l'argent public, mais ce qui sinon s'autofinance d'ailleurs, il faut rechercher la mobilisation, soit de l'épargne individuelle, soit du crédit bancaire. Nous vivons depuis quelques années avec des taux d'intérêt très bas. Cette période semble se terminer. Néanmoins, les taux d'intérêt restent très inférieurs en réalité à l'inflation. Donc il reste quand même assez bas par rapport à d'autres périodes que nous avons connues il n'y a pas si longtemps. Donc ça, c'est une première source. Et je pense que les tiers financements, c'est à regarder, peut-être plus sur des bâtiments collectifs que sur de l'habitat individuel, sont aussi à mobiliser. Bien sûr, il y aura toujours une part d'argent public, mais ce n'est pas dans l'inflation d'argent public que l'on résoudra le problème. Et il y aura toujours une part, pour moi, d'obligations légales, réglementaires. Et c'est toujours la combinaison de ces différents moyens, en essayant d'agir dans la durée, qui, à mon sens, permettra d'obtenir des résultats. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais laisser la parole à notre rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, déjà pour ces explications à la fois larges et précises, en tout cas sur des exemples très, très précis, je pense, et qui peuvent vraiment faire avancer nos travaux. Peut-être quelques précisions, parce que vous avez déjà répondu à beaucoup de choses. C'est vrai que ça a été dit, donc vous avez été en charge du texte sur énergie et climat donc en 2019. C'est vrai que dans ce texte, il y avait déjà des éléments assez précis. Vous avez un petit peu expliqué les différents arbitrages, je dirais perdus ou gagnés, mais en tout cas les orientations qui avaient été faits et les questionnements dont on se pose toujours sur effectivement comment on s'attaque justement à cette question des passoires thermiques et par quel dispositif, et justement est-ce qu'on a un mécanisme plutôt coercitif ou plutôt d'accompagnement, ou les deux, mais en tout cas... non, c'était peut-être de voir dans les différents dispositifs à travers ce texte qui déjà avait des ambitions assez fortes, peut-être les éléments sur lesquels, peut-être vos regrets en tout cas, sur lesquels, alors vous en avez un petit peu parlé sur notamment ce mécanisme sur la vente qui effectivement peut être intéressant, mais est-ce que vous avez sur les arbitrages, je dirais, perdus, ou en tout cas sur les orientations, de vous dire maintenant au regard de ce qui a été fait et puis peut-être au regard aussi du texte de la loi climat, sur lequel, pour le coup, ça a été tranché, et notamment l'interdiction des logements au 1er janvier 2023, enfin de la location pour les passoires thermiques. Voilà, le regard que vous pouvez avoir, et effectivement, là on verra un petit peu le bilan de ce qu'il en est, mais peut-être des éléments en tout cas qui vous auraient peut-être permis d'aller peut-être plus vite et peut-être plus loin sur cette première phase. Ensuite, peut-être une question sur l'aspect budgétaire. Vous en avez aussi beaucoup parlé. C'est vrai que souvent sur la question de la rénovation thermique, forcément on sait qu'il faut de l'argent, public, privé, mais en tout cas il faut de l'argent, et ça nécessite beaucoup d'argent. Mais on voit aussi, et c'est vrai que si on regarde les différentes politiques publiques qui ont été menées, qui ont souvent été avec beaucoup d'ambition, et quels que soient, je dirais, les ministres et les différents gouvernements, souvent quand même avec des budgets, alors on peut toujours se dire que c'est plus, mais que souvent se pose la question de l'efficacité, en fait, de l'efficacité de cet argent, là où il est mis, et des résultats qu'on peut obtenir derrière avec l'argent mis en place.
Voilà. Est-ce que ça a fait partie des questionnements que vous avez pu avoir, et notamment à travers les arbitrages qui ont été faits? Et clairement, est-ce que vous pensez que si on avait mis beaucoup plus d'argent, est-ce qu'on serait allé beaucoup plus vite et beaucoup plus loin? Notamment, après se pose la question de la réalisation et de la possibilité, hein, à travers les entreprises, avec les capacités qu'on peut avoir sur la question des matériaux, etc. Mais est-ce que vous pensez, en tout cas, est-ce que ça a été un frein dans l'application de vos politiques, de vous dire, voilà, si on avait doublé le budget, est-ce qu'on serait allé 2 fois plus vite, quoi? Donc, je pense que ça, voilà, ça m'intéresserait d'avoir votre retour. Et puis peut-être, donc vous avez parlé du crédit d'impôt du CITE qui a été transformé ensuite en prime rénov', d'avoir peut-être, puisque voilà, d'avoir les deux aspects et de voir un petit peu ce que vous pensez par rapport à cette modification. Et puis peut-être à travers ça, moi c'est peut-être un sentiment que j'ai sur l'évolution de ces différentes politiques publiques et de ce qu'on peut faire, c'est que c'est souvent un peu un empilage et qu'on a un peu du mal souvent à faire un peu un bilan, c'est un peu le but justement de cette commission d'enquête, de ce qui a été mis en place, de l'efficacité ou non, et qu'on vient rajouter à chaque fois un petit peu une couche, et du coup on arrive à quelque chose qui est parfois un petit peu illisible. Donc ça m'intéresserait d'avoir peut-être votre avis en tout cas sur cet aspect-là, et sur voilà, le dispositif MaPrimeRénov' aujourd'hui, de savoir si c'est vrai que les derniers rapports qu'on a pu avoir, on s'aperçoit quand même que même s'il y a eu, si à la fois elle a fonctionné, il y a eu pas mal d'argent dépensé, on s'aperçoit qu'on reste quand même sur des gestes encore très simples. Alors, vous avez parlé des fenêtres, mais voilà, mais ça peut être les chaudières aussi, et qu'on se retrouve quand même sur des éléments très faibles en termes d'intervention. Voilà globalement, et puis peut-être, pour laisser quand même la place à mes collègues, sur peut-être votre vision sur l'appréciation et l'évolution de la politique de rénovation énergétique, c'est-à-dire que sur les perspectives et les orientations qui peuvent être données et sur ce qui peut être mis en place, avoir un petit peu votre sentiment par rapport à ça. C'est vrai que notamment on a pu avoir quelques interventions sur le fait de dire que on n'obtenait peut-être pas forcément toujours les résultats qu'on aurait pu penser, quoi. Voilà. Et donc peut-être avoir aussi cette vision-là. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, d'abord, moi je pense qu'en matière d'écologie, c'est particulièrement vrai sur le logement, il faut viser des changements profonds. C'est sûr que ça ne peut pas être juste des petits changements qui vont régler le problème des émissions de gaz à effet de serre. Si on prend ce problème-là, qui est le problème majeur, qui, ne l'oublions pas, grosso modo, logement tertiaire, en France, c'est à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même un des sujets majeurs avec les transports. Et moi, je crois depuis toujours que c'est des changements... pour qu'ils soient profonds, il faut qu'ils soient durables, mais pour qu'ils soient durables, il faut qu'ils soient progressifs. Moi, je ne crois pas aux changements brutaux, c'est-à-dire d'un seul coup, on va imposer une règle qui va tout changer. Et alors, c'est particulièrement vrai dans le domaine du logement, puisque dans le domaine du logement, on touche à une des choses essentielles pour les Français, que les gens d'ailleurs en soient propriétaires ou locataires, mais alors c'est encore plus vrai quand ils en sont propriétaires. Et on se heurte à quelque chose, je crois d'ailleurs que si on n'intègre pas ça dans la réflexion, on aura toujours du mal à penser des choses efficaces. On se heurte à quelque chose qui est que dans la tête de beaucoup de propriétaires qui occupent leur logement, encore aujourd'hui, il est tout à fait logique d'investir de l'argent pour faire ce qu'on appelle une rénovation. Mais une rénovation, on va dire, d'agrément. Et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est tout à fait bien de se sentir bien dans son logement. Donc on change les peintures, les sols, la cuisine, la salle de bain. On investit facilement des sommes importantes. Quelqu'un qui achète d'ailleurs une maison, et si vous en avez fait le test, vous l'aurez sans doute vérifié, d'ailleurs les agents immobiliers eux-mêmes disent « Ah oui, bon là il y a 100 000 euros de travaux, là il y a 50 000 euros de travaux ». Et ça ne paraît pas du tout choquant. Et on fait un budget, puis voilà. Et on n'a jamais réussi à avoir le même raisonnement sur l'efficacité énergétique. Et y compris des gens qui sont sensibles à la question, ils ont moins ce raisonnement-là, ils ne raisonnent pas en termes d'agrément autour, alors qu'un logement bien isolé est un logement plus agréable à vivre. Mais c'est comme ça. Donc, il faudrait travailler là-dessus. Il y a un autre élément, par rapport à ce que vous avez dit, moi je crois qu'il faut dire les choses clairement. En France, on aime bien les crédits d'impôt.
particulièrement sur le logement. Je parle des citoyens. Et j'ai aussi suivi les politiques du logement pendant plus de 10 ans dans les deux premiers mandats de député. Dès que vous avez resserré l'accès au crédit d'impôt pour l'investissement locatif, ça s'est, sinon effondré, en tout cas ça a fortement baissé. C'est comme ça. Et donc, on peut dire c'est pas bien, c'est bien. Hein. Bon, les budgétaires de Bercy, ils détestent les crédits d'impôt, puisqu'évidemment, c'est une dépense en plus qui n'est pas limitée. C'est un droit. Donc, évidemment, une fois que c'est parti, il faut payer. Mais c'est efficace. C'est-à-dire que ça déclenche, parce que les Français n'aiment pas les impôts, tout simplement, mais notamment l'impôt sur le revenu. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et je les comprends, d'ailleurs, mais ça, c'est une appréciation personnelle. Autre problème, c'est qui fait. On voit bien qu'on se heurte. Alors, c'est plus vrai sur le logement individuel, mais ça peut parfois être vrai sur des copropriétés privées. Enfin, c'est vrai aussi sur les copropriétés privées. À qui va déjà, la première impulsion, faire un audit énergétique. Même, c'est pas la peine de dépenser des 100 et des 1000, mais quand même un audit énergétique, pas simplement un DPE, pas simplement un diagnostic de performance énergétique. Qu'est-ce qui cloche sur mon logement? Qu'est-ce qui serait prioritaire? Qu'est-ce qui serait le plus efficace? Et ainsi de suite. Bon. C'est difficile d'imposer, de dire, si vous voulez avoir un crédit d'impôt, il faut d'abord avoir fait ça. Mais ce serait quand même un sujet de réflexion. Mais si on disait ça, qui fait? Alors, sans doute, certains s'en souviennent. À une époque, ça a l'air d'être moins d'ailleurs à la mode aujourd'hui, mais il faut bien le dire, des majorités de gauche, j'en ai fait partie, donc ce n'est pas du tout une critique, mais ont beaucoup phosphoré sur le service public de l'efficacité énergétique. SP2E. Ça a dû même être mis dans une loi. Bon. Bon, moi j'y ai jamais cru, ça je vous le dis tout de suite, parce que je ne crois pas que c'est en multipliant les services publics divers et variés que sur un sujet qui est aussi différent d'un Français à l'autre, d'une région à l'autre, etc., que ça va être efficace. Puis il faudrait recruter des dizaines de milliers de personnes partout sur les territoires pour le faire. Moi j'ai été regarder quand j'étais ministre des expériences très concrètes. Je me souviens d'une communauté de communes qui avait fait quelque chose de très bien, mais elle traitait 100 logements par an. Une communauté de communes de plus de 50 000 habitants, pas une petite communauté de communes. Donc elle avait elle-même évalué que sur son territoire, si on faisait ça, il y en avait pour 100 ans. Bon, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais à peine. Donc moi j'avais plaidé, mais je n'ai pas été suivi, je dois le dire, quand j'étais ministre, pour une solution qui, aux yeux de certains, apparaîtrait peut-être comme libérale, mais je l'assume totalement, de faire appel à des opérateurs privés. C'est-à-dire de dire, voilà, on lance un appel d'offres, on fait des lots. Est-ce que c'est 50 000 logements? Est-ce que c'est 100 000 logements? Puisqu'on dit qu'on veut en faire 500 000 par an. Hein, ça a souvent été l'objectif. Alors on dit voilà, on fait 5 lots de 100 000, 10 lots de 50 000. Et c'est des gens, ils seront rémunérés sur le résultat. Le résultat en émissions de gaz à effet de serre économisées et en performance énergétique. Et eux, ils vont s'occuper de faire l'audit énergétique, de conseiller les gens en travaux. Éventuellement, ils vont s'occuper d'ailleurs de faire les travaux pour le compte du propriétaire, et c'est eux qui géreront également les subventions. Ça existe, hein. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé dans ma petite tête. On le fait on l'a fait pour certains qui ont bénéficié. À l'époque, c'était à 1 euro la chaudière, ou à 1 euro. Il y a une société, je ne veux pas faire de publicité, il y en a d'autres, hein, mais qui s'appelle EFI, qui fait ça. Alors on m'a dit non. Vous voyez, même dans un gouvernement comme celui de M. Macron, on m'a dit non, oh là là, on ne va pas faire appel à des privés, on va confier ça à l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Je dis, mais ça ne marchera jamais. Je la connais, l'ANA, je l'ai pratiquée quand j'étais élu local. Très bien, elle sait très bien faire. Sur les copropriétés dégradées, quelque chose de très approfondi, très subtil, mais en très petit nombre. Et ça n'a pas raté d'ailleurs. On a augmenté les crédits pour l'ANA, mais ça n'a pas suivi en réalisation. Bon, là aussi, je ne dis pas que c'est une recette miracle, mais je pense qu'on devrait quand même creuser cela. Et dernier point, vous avez évoqué, et ça c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, alors que ça a été un élément majeur là, qui jouait à fond sur la symbolique, quand j'étais ministre, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Premier ministre, c'est pas moi qui m'exprime, c'est le Premier ministre, Édouard Philippe, dit un jour dans une interview à la radio, dans une matinale, voilà, nous envisageons de sortir du fioul, de sortir des chaudières au fioul dans les logements individuels. À l'époque, je pense que les chiffres n'ont pas tellement changé, 3 millions de logements individuels chauffés au fioul, sans compter d'ailleurs les chaufferies collectives au fioul, y compris dans des bâtiments publics, y compris dans des mairies qui se disent très à la pointe sur le sujet. Et donc, on dit ça, et on dit d'ailleurs, c'est une image, hein, c'est 3 millions de petites centrales thermiques. On veut supprimer les centrales thermiques, tout le monde est d'accord là-dessus.
on peut le faire dans les logements. Les solutions existent. La pompe à chaleur, le gaz là où il y a du gaz, haute performance, meilleur rendement, ou le bois. Et là, surprise, alors vous pourriez l'interroger si vous avez le temps, mais il a été un peu traumatisé par cet épisode. Tollé général, comment on veut nous interdire? C'était sortir, avait été réinterprété comme interdiction. En gros, ce qu'on disait, c'est on ne peut plus en réinstaller. Évidemment, on va pas aller arracher une chaudière au fioul chez quelqu'un en disant maintenant, obligé de la remplacer par autre chose. Eh bien, ça a été un tollé. Y compris au sein du gouvernement, certains m'ont expliqué que leurs parents étaient très attachés aux chaudières au fioul, etc. Donc on a stoppé net. Bon, c'est revenu après. Mais je vois bien d'ailleurs que c'est pas parce que ça revient que c'est réglé, mais quand même, heureusement, parce que ce sont des actes concrets, et là, il n'y a pas besoin de faire un audit énergétique très puissant. Au moins lorsque les chaudières tombent en panne. Moi, je ne dis pas forcément des chaudières qu'en 10 ans, on les met à la poubelle et on les remplace. Mais les chaudières, elles arrivent en fin de vie. Au moment où on les remplace, on dit non, c'est plus possible. Mais à l'époque, simplement ça. Alors en plus, c'était à l'époque l'argument qui emportait tout. Vous allez remettre des gilets jaunes sur les ronds-points. Bon, voilà, le mouvement de défense des chaudières au fioul. Bon. Après, tout ça ne se fait pas en un jour, c'est pas toujours facile, mais expliquer, comme je l'ai entendu à l'époque, qu'il y avait des gens pour qui il n'y avait pas de solution, c'est pas vrai. Les solutions techniques existent. Alors, oui, une pompe à chaleur, c'est plus cher. Oui, une chaudière à gaz haute performance, c'est plus cher. Oui, il n'y a pas du gaz partout, mais il y a quand même de l'électricité partout dans notre pays. Et il y a le bois qui est une ressource en plus qui peut être française. Et bien, à l'époque, ça a été un regret que nous n'ayons pas pu avancer plus vite. Encore une fois, il ne s'agissait pas d'interdire du jour au lendemain, etc. C'est toujours des choses qu'on fait progressivement, mais qui sont ensuite des changements durables et utiles. Il nous reste maximum un petit quart d'heure, donc j'ouvre les questions à nos collègues, membres de la commission, s'ils souhaitent poser des questions à Monsieur le ministre. Oui, Sabine Drexler. Merci. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais vous interroger plus particulièrement sur l'articulation entre la rénovation énergétique et le patrimoine. Le petit patrimoine majoritairement non protégé, qui est composé de constructions d'avant 1948. Alors, on réalise aujourd'hui qu'en voulant lutter contre les passoires thermiques et énergétiques, on a mis en place des législations qui produisent l'effet inverse. Je veux parler des réglementations thermiques et environnementales avec un DPE inadapté qui est conjugué aux dispositions du ZAN qui sont juste catastrophiques pour le patrimoine bâti. Alors, on ne le dit pas assez, mais beaucoup de patrimoines anciens sont naturellement conçus pour être des bâtiments intelligents par rapport au climat. Donc, je voulais vous demander si vous estimez que l'urgence écologique justifie que l'on fasse fi de la conservation du patrimoine bâti ancien. Est-ce que vous pensez que les performances énergétiques de ce type de bâti et ses qualités en termes d'inertie et d'hygrothermie sont suffisamment connues et prises en compte? Oui, c'est peut-être mieux. Oui, je vais répondre moi, je ne crois pas qu'il y ait de contradiction systématique et majeure entre la conservation du patrimoine, je suis moi-même attaché, et la rénovation énergétique. Je note d'ailleurs qu'on a une vision aujourd'hui sans doute plus conservatrice d'ailleurs du patrimoine que les générations, mais quand je dis génération, sur plusieurs siècles précédentes. Quand vous regardez certains bâtiments devant lesquels on s'extasie à juste titre, si je prends au hasard le château des Ducs de Bretagne à Nantes, vous voyez qu'en fait c'est un panorama de plusieurs époques et qu'on a greffé des bâtiments d'époques successives sur les bâtiments originels. Parfois on détruisait d'ailleurs sans vergogne, ça c'est tout à fait regrettable et c'est tant mieux, mais enfin je ne pense pas qu'il faut qu'on bascule dans quelque chose de totalement figé. Je regrette, je le dis au passage, parce que ça c'est une contrainte en effet qui est bien réelle. Parce qu'il y a les règles que l'on prend au niveau national, que ce soit par la loi ou par des décrets, et puis il y a ensuite l'interprétation qui en est faite, ou l'application qui en est faite sur tous les territoires de France, avec notamment les architectes des bâtiments de France, qui sont quand même très souvent très restrictifs, ou des réglementations contradictoires entre elles. J'ai connu à une époque où on interdisait l'isolation par l'extérieur au motif que ça faisait 20 cm ou 10 cm sur le trottoir, que donc en fait on enlevait une partie de l'espace public au profit d'un... Bon. Il faut quand même qu'on évolue sur ces règles-là si on veut aboutir sur l'efficacité, enfin, la rénovation énergétique des bâtiments. Et puis
possible, nul n'est tenu. Si vraiment il y a des bâtiments que l'on ne peut absolument pas modifier et qui doivent rester en l'état malgré leur plus ou moins bonne performance énergétique, moi ça me paraît pas très grave. Je veux dire, s'il ne reste plus que des vieilles chapelles, des vieux manoirs ou des vieux châteaux qui vraiment n'auront pas été rénovés dans les passoires thermiques, si tant est qu'elles le soient d'ailleurs, c'est pas très grave. Hein, mais traitons tout le reste, et que ce ne soit pas un prétexte pour ne pas traiter le reste. Hein, et des affreux bâtiments, disons-le, enfin là c'est un point de vue personnel, des années 70 ou d'autres époques qui gagneraient à être rénovés, je le dis là franchement, tel que je le pense, par l'extérieur. Quand je vois qu'on refuse à certains endroits, enfin qu'il y a des copropriétés qui refont une façade, qui refont la peinture d'une façade et qui ne se posent même pas la question de faire une isolation par l'extérieur, alors que ce serait un gain immédiat pour baisser leur facture de chauffage. Moi j'ai même vu des copropriétés qui avaient pu du coup remplacer leur chaudière en achetant des chaudières moins puissantes, puisqu'il y avait moins besoin de chauffer. Et donc qui faisaient une économie non seulement au fonctionnement, mais aussi à l'investissement de départ. Mais il fallait évidemment avoir ce raisonnement dès le départ. Si on tronçonne les choses et qu'on dit on va faire la chaudière un jour, puis on va faire la peinture de la façade un autre jour, puis les fenêtres encore un autre jour, et ainsi de suite, bah évidemment on ne regarde pas le bénéfice global d'une rénovation énergétique d'un bâtiment. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président, mais moi j'ai retenu quelque chose qui m'a intéressé parce que c'est quelque chose que nous vivons tous les jours. C'est le fait qu'en ayant supprimé le crédit d'impôt, les personnes qui possèdent des logements locatifs comme un revenu sont en train effectivement de les mettre sur le marché parce qu'elles ne veulent pas les rénover pour une raison simple, c'est que comme elles payent des impôts, elles n'auront pas de déduction fiscale et elles n'ont pas droit à la prime rénov, puisqu'elles sont au-dessus des plafonds. Et donc, moi, je me demandais si on ne pouvait pas avoir gardé la prime rénov pour les ménages en précarité et refaire un peu le crédit d'impôt, parce que là, notamment en montagne, où on demande des normes extrêmement importantes, les agents immobiliers d'ailleurs nous préviennent, tous les logements petit à petit ne pourront plus être loués. Parce que effectivement, quand on fait le bilan énergétique, voilà, et les propriétaires disent, écoute, on va vendre, quelqu'un le fera, ce que vous avez dit d'ailleurs. Moi, je pense que c'est un peu dangereux tout ce qui va se passer, et je pense que si on rétablissait le crédit d'impôt, il y aurait une solution pour une partie de la population qui possède des logements, parce que sinon ils vont disparaître du marché, et comme par ailleurs on n'en construit pas beaucoup, ça va poser un problème assez rapidement. Voilà. Oui, alors il faut quand même dire que sans rentrer dans la technique, qu'il y a quand même un dispositif qui existe pour les propriétaires bailleurs, c'est que quand ils font des travaux, ils peuvent déduire le montant des travaux de leur revenu locatif. Et ça, de mémoire, je crois, sur plusieurs années, donc c'est quand même quelque chose, et il y a d'ailleurs des gens qui savent très bien jouer avec ça, mais c'est quelque chose qui est tout à fait sain, hein, puisque ça correspond à une réalité. C'est-à-dire, j'investis, ensuite je loue, mais ça a un coût d'investir, donc je déduis les travaux, le montant des travaux des revenus locatifs. Mais ça ne suffit pas toujours par rapport à ce qu'il y a. Et puis c'est aussi, il faut faire avec la mentalité d'un certain nombre de nos concitoyens propriétaires bailleurs qui ne veulent pas faire de travaux. Mais ça, énergie ou pas, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas que sur l'énergie. Et qui parfois préfèrent vendre. Bon, après, c'est aussi la logique du marché. C'est à un moment donné, si quelqu'un dit, bah, moi je préfère récupérer l'argent que vaut mon logement plutôt que de le louer, et puis je vais investir l'argent dans autre chose. C'est la vie, si d'autres le font. Parce que si en revanche personne ne le fait, alors là, ou si c'est des propriétaires occupants qui du coup occupent un logement de très mauvaise performance, on n'aura rien gagné. Donc il faut trouver des dispositifs qui soient adaptés, mais je pense que ça a plus trait en fait à la... Je sais que certains plaident pour qu'il y ait un statut peut-être de l'investisseur immobilier, comme... Est-ce que c'est d'ailleurs, enfin, c'est à regarder, mais pour que ce soit plus attractif de faire des travaux, l'investissement, c'est pas que l'achat dans le neuf, c'est aussi des travaux dans l'ancien.
Au passage, je précise que j'ai dû également mener la bataille, mais je pense que mes prédécesseurs et mes successeurs également, sur la TVA à 5,5, puisque très souvent, et quasiment tous les ans, les ministres de l'économie et des finances essayent de revenir sur la TVA à 5,5 pour les travaux d'amélioration des logements, et je crois que c'est un dispositif, lui aussi, alors on peut dire peut-être ça a des effets pervers, etc., mais c'est quelque chose qui frappe les esprits et qui donc est une petite incitation aussi. En tout cas, si la TVA était montée, ce serait sans aucun doute une désincitation. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour un certain nombre d'éclaircissements que vous avez apportés aujourd'hui. Moi j'avais une question sur l'efficacité dont vous nous avez beaucoup parlé. En fait, on avait le sentiment que c'est véritablement votre objectif. En revanche, je me pose malgré tout une question, c'est que cette efficacité, puisqu'on parle aujourd'hui de logement, hein, c'est de ça dont il est question, on sait que lorsque nous avons une bonne isolation, nous avons moins de consommation d'énergie. Je dirais c'est le b.a.-ba que tout le monde peut comprendre. Cette moindre consommation d'énergie peut avoir deux incidents, c'est-à-dire soit effectivement c'est au bénéfice de l'environnement, et là on est dans une constance et quelque chose que l'on peut véritablement identifier très clairement, soit évidemment ça peut avoir un bénéfice sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Là pour le coup on est sur un sujet un peu plus fluctuant en fonction du prix des énergies, quelle que soit l'énergie et ainsi de suite. Et je sens aussi dans vos propos qu'il y avait en fait un certain nombre de tensions au sein même du gouvernement lorsqu'il s'agissait peut-être pour vous de convaincre vos collègues, peut-être même le président de la République. Et je me posais la question, mais alors sur quel élément, sur quelle expertise, sur quelle étude d'impact vous adossiez vous-même en tant que ministre ou le gouvernement dans son entièreté pour pouvoir arbitrer une décision et aller plutôt dans un sens ou dans un autre. Est-ce que vous pourriez aussi nous apporter des éléments là-dessus? Je vous remercie. Oui, d'abord, c'est tout le temps comme ça dans un gouvernement, et moi je trouve ça normal d'ailleurs. C'est l'inverse qui serait étonnant. Il y a toujours des journalistes qui disent « Ah bon, vous avez perdu l'arbitrage, ceci, cela ». Bah, heureusement qu'il y a des discussions et des négociations. Des négociations, c'est pas un gros mot d'ailleurs le mot négociation. Ça ne veut pas dire qu'il y a un gagnant et un perdant d'ailleurs. Ça veut dire qu'on essaye de trouver un compromis entre des objectifs qui sont parfois différents et qui pourtant sont tous d'intérêt. Sur le logement, je n'accuse pas le ministre du Logement de n'avoir rien voulu faire. Lui, il avait son objectif de dire qu'il faut qu'il y ait le maximum de logements à la vente et à la location, enfin en construction d'une part et en location d'autre part. C'est un objectif tout à fait louable, je pense qu'on le partage tous. Après, est-ce qu'on le met devant l'objectif climatique? Est-ce qu'il est contradictoire? Ça, c'est les discussions, c'est normal. Et contrairement à ce que croient plein de gens et à ce que propagent les médias ou autres, c'est évidemment pas le président de la République qui décide tout seul. Il passe son temps d'abord à laisser son Premier ministre arbitrer et puis aussi à arbitrer des choses avec des arguments qui viennent de ces différents ministres. Et même quand il décide quelque chose, d'ailleurs, parfois, les ministres ensuite le retricotent à leur façon. Et voilà, c'est normal, on est en démocratie, on n'est pas dans le pouvoir de droit divin ou de droit purement présidentiel. Sur les critères, oui, on prend des décisions sur la base d'un certain nombre d'études et de mesures. Et en la matière, il y en a énormément. Alors, il faut les renouveler parce que ça bouge. Et tant mieux, d'ailleurs. Les passoires énergétiques, on les a définis. Il y a quand même eu tout un travail qui a été fait de définition d'un certain nombre de critères. Alors, on voit bien le DPE, le diagnostic de performance énergétique, on l'a revu, etc. Bon, voilà, donc ça permet de prendre des décisions un peu éclairées. Après, je vous l'ai dit au début, parfois on subit une pression médiatique, médiatico-politique, voilà, les deux sont quand même très imbriqués, qui fait qu'on va finalement plutôt aller dans un sens ou plutôt aller dans l'autre. Bon, sur la question du logement, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte, bien sûr. Il y a énormément de types de logements. Donc chaque fois qu'on dit « Ah, mais vous allez porter atteinte à la personne retraitée qui vit dans un pavillon construit dans les années 70 dans les Ardennes et que, je ne sais pas s'il y a un élu des Ardennes ici, mais j'ai entendu cela. » Et c'est vrai. À l'époque, maintenant ça a peut-être encore changé, mais le prix du logement était très bas. Donc on me disait « Vous allez faire des logements qui ont une valeur négative. »
C'est vrai, dans l'absolu, on pouvait même aller jusqu'à cette situation. Bon, sachant qu'il y en a qui avaient de fait une valeur négative ou voisine de zéro, sans cela, hein, c'est-à-dire qu'ils restaient sur le marché à la vente pendant des années parce que de toute façon, personne ne voulait les acheter. Donc ça, c'était un autre problème. Mais tout ça venait se mélanger, donc c'est très varié. Est-ce que ça nous contraint à ne rien faire? Non, moi je crois qu'il y a toujours un chemin pour l'action si on prend en compte les différentes choses et si on accepte qu'une direction prise, des différentes mesures, ne vont pas répondre d'entrée de jeu à toutes les situations. Ça explique la complexité et l'empilement, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, des mesures. Parce que oui, pour faire face à des situations différentes, on empile des dispositifs différents. Et parfois, on simplifie. Mais vous avez vu là aussi, régulièrement, il y a des mouvements, on dit « faut simplifier ». Alors on simplifie, puis qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, c'est la même chose. Soit on simplifie tellement que ça fait une dépense énorme parce que plein de gens disent « ah ben c'est formidable, c'est très simple, alors allons-y et je vais bénéficier du crédit d'impôt, de la prime rénov ou de la subvention, etc. » Et donc, en général, il y a un tour de vis dans l'autre sens après, où c'est tellement simplifié que ça ne couvre plus la diversité des situations. Donc, les gens s'en plaignent. Donc, il faut assumer qu'il y a une part de complexité, et évidemment, il faut un peu accompagner les gens. Mais sur des critères que l'on a, hein, le critère CO2. Alors, par exemple, ça, c'est un sujet concret. Ce n'est pas tout à fait le même critère, le critère CO2, émissions de gaz à effet de serre, que le critère dépenses énergétiques. Ce n'est pas tout à fait la même mesure. On a eu un débat et il se poursuivra, il se poursuit encore. On a modifié, d'ailleurs, je crois, c'est pas moi quand j'étais ministre, mais on l'avait préparé. Là, c'était sur le neuf, mais sur le chauffage électrique. C'est vrai qu'à une époque, je crois paradoxalement d'ailleurs, que c'était sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. On a objectivement alourdi très fortement par un mode de calcul un peu artificiel, ce qu'on pensait être l'impact CO2 d'un chauffage électrique, ce qui fait qu'on a construit plein de logements neufs avec des chauffages au gaz, voire à certains endroits, d'ailleurs on a même refait des chaudières au fioul, ça n'était pas logique. Et dans un logement, c'est toujours pareil, dans un logement très bien isolé, moi je pense que le chauffage électrique est assez adapté, puisqu'il y a moins besoin de puissance, c'est plus ponctuel, etc. Et c'est en France avec un bilan CO2 voisin de zéro, enfin très très faible. Donc, mais à d'autres endroits, ce sera peut-être moins vrai parce qu'on aura justement moins fait d'isolation et ainsi de suite. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on peut tout à fait prendre des mesures. Et en tout cas, moi, quand je l'étais, y compris les discussions entre ministres, elles étaient fondées sur des évaluations chiffrées, hein, n'étaient pas fondées comme ça juste sur des impressions. Merci, Monsieur le Ministre. Alors peut-être vraiment la dernière question, parce que je crois qu'on a Madame Ségolène Royal qui est arrivée. La parole. J'en ai, merci Madame la Présidente. Juste une question à Monsieur le Ministre. Avec votre fibre écologique, parce qu'on parle d'économie d'énergie, mais on ne parle pas d'économie d'énergie durable. C'est-à-dire que tout le temps, on a dit aux gens, vous pouvez faire des économies d'énergie, c'est du polystyrène, c'est du polyuréthane, c'est de la laine de verre, et qu'à un moment donné, il n'y a jamais eu de différenciation pour donner des subventions supplémentaires, si c'était des produits un peu plus écolos, ou du chanvre et autres. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça va un jour changer, parce qu'on est quand même dans un raisonnement très chimique des économies d'énergie, et pas dans un raisonnement de développement durable? Alors, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que si on met trop de critères, le mieux est l'ennemi du bien. On aura une rénovation qui sera tellement formidable, avec que des matériaux biosourcés, etc., que, un, elle sera plus chère quand même, et deux, il y en aura beaucoup moins. Y compris parce qu'il y aura beaucoup de moins de gens qui seront capables de l'appréhender. Et quand je dis de l'appréhender, c'est le propriétaire qui se lance dans les travaux, comme l'artisan qui réalise les travaux. Pour autant, le bilan énergétique global, en effet, d'une construction comme d'une rénovation, il peut parfaitement être fait. Et je pense que là, c'est un autre travail à faire, là aussi sans doute progressif, mais bon, voilà, je dis ça comme je le pense. Je pense qu'en effet, un jour ou l'autre, quand même, on pourra se passer de la laine de verre, hein, et que c'est pas très rationnel, en effet, de continuer. Bon, c'est souvent parce que quand même c'est moins cher, hein, voilà, c'est pour ça, ou le polystyrène, ou le polyuréthane. Mais oui, à terme, je pense qu'on est tout à fait capable de remplacer ces matériaux qui eux-mêmes ont un impact carbone important dans leur fabrication, qui sont issus de produits par ailleurs souvent pétroliers et fossiles, pour avoir des choses qui soient avec un bilan écologique global qui soit meilleur, ça c'est sûr. Mais si on veut le faire tout de suite et qu'on met toutes ces conditions-là à l'obtention d'aide, par exemple pour faire des travaux, on risque d'avoir relativement peu de travaux réalisés. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de cette audition, et on vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous et bons travaux.